Bonjour à tous, comment est-ce que ça va? Alors déjà, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et comme vous avez pu le voir au début avec le petit panneau disclaimer, on va enfin parler de l'histoire de P. Diddy. Oui, vous me l'avez énormément demandé, et l'année dernière j'avais même fait une story sur Insta, où je vous disais comme quoi je voulais faire une vidéo sur ce qui se passait autour de Diddy. On était en plein dans le cœur du truc, je voulais pas me précipiter sur le sujet, je voulais prendre mon temps pour essayer de faire ça au mieux, et je pense que c'était important de faire ça, d'attendre le bon timing, parce que chaque semaine, voire chaque jour, il y avait un nouveau rebondissement dans l'affaire. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à comprendre, vous faire un avis, et on a essayé de vous rendre tout ça, tout ce gros bordel un petit peu accessible, entre guillemets. Tout ça nous amène à aujourd'hui, dimanche 4 mai 2025, soit 24 heures avant l'ouverture du procès. J'ai même pas fait exprès, c'est fou le hasard, non? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux saisir le personnage et à comprendre de quoi parle ce procès concrètement, parce que ce procès va sûrement faire beaucoup parler de lui. Avant de démarrer cette vidéo, sachez qu'une marque nous accompagne, et cette marque, c'est Saily. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, Saily c'est une application de eSIM conçue par Nord Security. Une eSIM, c'est le nom cool pour dire une carte SIM, mais dématérialisée. À titre perso, j'ai eu la chance de l'adopter dans mes habitudes de voyage, et pour le coup c'est vraiment pratique à tous les niveaux. L'application Saily vous permet de choisir parmi différents forfaits abordables dans plus de 190 pays et 8 régions du monde. Et ça vous permet d'avoir une connexion internet n'importe où durant la durée de votre séjour. Alors comment ça marche? Il suffit d'installer l'application, une eSIM, et juste avant de voyager, d'activer le forfait qui te plaît, et ça t'évitera de payer, 10 € le MO, ce qui est un scandale. Alors oui, c'est pas les seuls à faire ça, mais pour le coup, il y a plusieurs avantages de leur côté. Il te suffit d'installer une eSIM qu'une seule fois, et pas à chaque nouveau voyage, t'auras plus besoin de chercher de la Wi-Fi comme un galérien, et il y a même une option qui active le forfait automatiquement quand il capte le réseau local de où tu es. C'est compatible sur iPhone et Android, et il y a un service 24 h sur 24, 7 jours sur 7 au cas où il y a un petit souci. J'ai une offre exclusivement pour vous, vous aurez 15% de remise si vous entrez le code CED au moment de l'achat, je vous mets le petit lien tout en haut de la description. Voilà, écoutez, si vous avez prévu de voyager cette année, ça peut être utile à avoir. Voilà, merci à eux en tout cas pour le soutien, et moi je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Alors, je préfère vous prévenir de suite, mais je vais parler parfois au conditionnel dans une grande partie de cette vidéo, car pour le moment, P. Diddy est encore présumé innocent, parce que le procès arrive, vous l'aurez compris. Et pareil pour les affaires qui ont été réglées à l'amiable, vous allez voir que pour la plupart, il n'y a pas eu de procès, et du coup, il n'y a pas de culpabilité évidente. Ça peut être relou, je l'entends, mais croyez-moi que c'est pas un parti pris ou quoi que ce soit, c'est juste la loi, et je me protège aussi de mon côté, même si on a tous envie qu'ils prennent tarif. On va directement commencer, et pas trop perdre de temps avec l'intro, parce qu'entre ces premiers problèmes judiciaires, ces procès récents, et les théories, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Mais d'abord, revenons dans les années 90. On se la fait vite, Sean Combs, il est né à New York, il a grandi à New York, et il est devenu une personnalité emblématique de la ville. Pourtant, ses débuts dans la vie d'adulte, si on peut dire ça comme ça, ne présageaient pas du tout cette trajectoire. Il commence sa carrière dans le milieu de la musique en y intégrant le label Uptown Records en 90. Il n'est pour le moment qu'un simple stagiaire, mais il va vite montrer un potentiel intéressant. Et rapidement, il va être promu responsable de la division chargée de la découverte des nouveaux artistes, et à 18 ans, c'est juste l'un des plus jeunes directeurs artistiques, tout label confondu. Avec ce poste, il va participer au développement de jeunes artistes de ce même label comme Jodeci ou encore Mary J. Blige. Et dès cette période, Sean Combs avait déjà la réputation d'organiser d'immenses soirées qui rassemblaient des milliers de participants. C'est d'ailleurs lors d'une de ces soirées que la réputation de P. Diddy va commencer déjà à être sérieusement entachée, et pourtant, on est encore aux prémices de sa carrière. En 1991, Sean Combs et le rappeur E.V.D. vont vouloir organiser un match de basket caritatif dans le but de collecter des fonds pour une association qui lutte contre le sida. Et quand Diddy se met à organiser un événement, il voit toujours les choses en grand. Il invite des artistes ayant déjà une certaine renommée à participer à ce match, comme Boyz II Men, Jodeci ou encore LL Cool J. Pour promouvoir l'événement, Sean Combs et son équipe distribuent des milliers de flyers, les radios en parlent, et peu à peu l'événement se fait connaître dans tous les quartiers de New York, jusqu'à devenir immanquable. Mais c'est justement cette promotion qui va amener la soirée à devenir une tragédie. Le 28 décembre 1991, près de 5000 personnes se présentent devant le gymnase de l'université de New York. Le problème, c'est que cette salle pouvait accueillir au total 2730 personnes. Une fois le gymnase plein, les 20 agents de sécurité vont bloquer toutes les entrées en laissant dehors une foule de personnes qui avaient pourtant acheté leurs billets. Et c'est à partir de ce moment-là que la frustration et les tensions vont augmenter et que les portes d'entrée vont être brisées. La foule va se précipiter vers les 4 portes qui menaient directement au terrain, mais la sécurité avait placé derrière elle une table qui servait de levier pour les maintenir fermés. Cet accès était en bas d'un escalier et les gens ne voyaient pas qu'il était impossible de passer, alors
Ils ont continué à avancer. Les premiers arrivés en bas se sont trouvés dans un étau où d'un côté il y avait la foule et de l'autre côté les portes fermées, et malheureusement, ils se sont tout simplement fait piétiner. Quand la sécurité a ouvert l'une des 4 portes, il était déjà trop tard. Le match a été logiquement arrêté et les blessés ont été disposés un peu partout sur le parquet. Sean Combs et certains spectateurs se sont empressés de venir secourir les victimes, mais pour certains, il était juste trop tard. Au total, le mouvement de foule va entraîner les blessures de 29 spectateurs, mais aussi la mort de 9 personnes, tous âgés entre 15 et 28 ans. Ce drame va conduire à des poursuites judiciaires contre les organisateurs, donc Sean Combs et Evie, qui s'étaleront pendant plusieurs années. Diddy va témoigner et mentionner qu'il était lui aussi à proximité de la porte et qu'il a été pris dans le mouvement de foule, mais qu'il a également participé à évacuer les personnes au sol. Sauf que personne ne va confirmer l'avoir vu à cet endroit précis. Au contraire même, certains témoigneront l'avoir aperçu dans le hall, en train de manipuler de l'argent liquide de la caisse, avec 2 femmes à ses côtés. Au final, la cour va estimer leur responsabilité dans cette histoire à 50% et donc fermer la possibilité de mener cette affaire à une condamnation. Les conflits avec les familles des victimes seront réglés à l'amiable. Diddy leur versera de l'argent en dédommagement de ce tragique événement et en évitant de longues poursuites judiciaires par la même occasion. D'ailleurs, les 24 000 et quelques dollars qui ont été collectés et qui devaient revenir à une association qui lutte contre le sida va être réquisitionné dans un premier temps par le département juridique de la ville de New York. Mais le hic, c'est que les organisateurs n'ont jamais réussi à recruter une association caritative. Donc une fois que cet argent a été débloqué, ils ont forcément récupéré ses bénéfices, mais personne ne sait s'ils ont finalement effectué un don pour cette cause. Voilà. Cet événement marque le premier problème judiciaire dans la vie de Sean Combs, et pas des moindres. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, et c'est presque un petit Astroworld. Enfin bref, après que sa réputation ait pris un sacré coup en passant dans tous les journaux de la ville, il va quand même continuer de travailler chez Uptown Records. À cette époque, Sean Combs se plaît dans son travail, mais il nourrit des ambitions plus grandes. Il souhaite avoir plus de pouvoir et d'influence dans ce label, et selon ses anciens collègues, il commence à montrer déjà des signes d'énervement quand les choses n'allaient pas dans son sens. I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Il était un peu vu comme un sale gosse, qui pouvait hurler ou taper dans des meubles quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Et c'est notamment en raison de ses excès de colère que les gens vont commencer à lui donner le surnom de Puffy. I had heard he got the name Puffy because he would get so angry when he wouldn't get his way when it comes to certain musical decisions or whatever that he would just get all puffed up. Yeah. And they started just calling him Puffy as a joke. Yeah, Puff Daddy. Yeah. Après des désaccords avec les dirigeants du label, Sean Combs est renvoyé d'Uptown Records. Bon, en réalité, les raisons exactes du licenciement sont assez floues, parce qu'il existe plusieurs versions. Selon André Harrell, le fondateur du label, Diddy aurait été renvoyé car il semblait prêt à s'émanciper et à créer son propre business. So I told Puff, he needs to go and create his own opportunity. You red hot. I'm really letting you go so you can get rich. Mais d'autres versions beaucoup moins lisses vont voir le jour. Let me tell you exactly what happened. They up in that fucking marketing meeting, and Puffy cussed some motherfucking top Jewish executives the fuck out. And cussed every motherfucking top executive out. Alors c'est toujours difficile de démêler le vrai du faux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que peu de temps après son licenciement en 1993, il va créer son propre label, Bad Boy Records. Et avec ce nouveau projet, Diddy attire des jeunes artistes qui sont plus que prometteurs, même ceux qui étaient signés chez Uptown, comme Craig Mack ou encore The Notorious Big. Et après le premier album de Biggie, donc Ready to Die, Bad Boy Records va entrer dans une nouvelle dimension et devenir l'un des labels les plus importants de la côte est des États-Unis. À côté de ça, Diddy se met également au rap, et absolument tout lui réussit à cette période. Il devient rapidement riche, célèbre, etc. Et avec son label, il va bénéficier d'une certaine forme de pouvoir. On est à peine au début de sa carrière, mais c'est déjà à cette période que les choses vont déraper. De nouveaux problèmes judiciaires apparaissent pour P. Diddy en 1999. Il est accusé d'agression envers Steve Stout, le manager du rappeur Nas. Tous répartis du clip Hate Me Now de Nas, qui présente des scènes de crucifixion. Diddy, qui est issu d'une éducation catholique, avait de base validé l'idée. Mais il a fini par demander à ce que cette séquence soit supprimée avant la diffusion du clip à la télé. Sauf que le clip sera diffusé tel quel, et ça, Diddy l'a pas du tout apprécié. Il va débarquer dans le bureau de Steve Stout en étant accompagné de ses gardes du corps, et ils vont l'agresser physiquement à grands coups de bouteilles de champagne. Alors, mini parenthèse, il y a des versions qui disent qu'il l'a frappé avec un téléphone, d'autres avec une bouteille de champagne, etc. Bon, peu importe, ça change pas grand-chose.
Suite à ça, Steve se retrouve avec la mâchoire brisée, avec un bras cassé, et va donc intenter une poursuite judiciaire envers Didi. Didi reste flou dans ses explications devant la justice, et nie avoir explosé une bouteille sur le manager. En revanche, il reconnaît avoir eu un mauvais comportement, et il s'excuse auprès de Steve de ne pas avoir réussi à contrôler ses émotions, entre guillemets. Finalement, P. Diddy plaidera coupable pour harcèlement au second degré, et l'affaire sera réglée à l'amiable, avec un chèque de 500 000 $ en faveur de Steve. La justice condamnera P. Diddy à suivre une journée de formation en gestion de colère, afin de l'aider à mieux gérer ses émotions et éviter que l'incident se reproduise. Bon, on va pas se mentir, une journée c'est peut-être un peu léger, surtout quand Steve, justement, juge que cette agression était une tentative d'assassinat. Enfin bon, on verra bien, peut-être que c'était suffisant la petite journée, et qu'on n'entendra plus jamais parler des excès de colère de Diddy. Peu de temps après, P. Diddy est impliqué dans une fusillade dans une discothèque de Manhattan, aux côtés de sa compagne de l'époque, Jennifer Lopez, et du rappeur Shyne. D'après les témoignages de l'époque, une altercation entre Diddy et un autre client, Matthew Allen, aurait dégénéré en finissant par des échanges de coups de feu, blessant ainsi 3 personnes. Après l'incident, Diddy et Gillo vont rapidement quitter les lieux à bord d'un véhicule, mais après une course-poursuite avec la police, ils vont finir par être interpellés. Lors de l'arrestation, une arme volée est retrouvée dans leur voiture. P. Diddy sera accusé de 4 infractions liées aux armes et d'avoir soudoyé son chauffeur, Wardell Fenderson, pour revendiquer la propriété de son arme. D'ailleurs, Fenderson déposera une plainte contre Diddy un peu plus tard en déclarant avoir subi des dommages émotionnels après cette fusillade. Les avocats des deux parties, qui ont convenu de ne pas divulguer les termes de l'accord, ont affirmé que l'affaire avait été résolue à la satisfaction de toutes les parties. Oui, Diddy règle souvent ses problèmes à l'amiable. Et on va voir que ce ne sera pas la dernière fois qu'il va gérer ses galères en distribuant de l'argent à droite à gauche. Pour en revenir à l'affaire de la fusillade, Jennifer Lopez, elle, est libérée sans inculpation après 14 heures de garde à vue, et Diddy, lui, est acquitté de toutes les charges lors de son procès en 2001. D'ailleurs, cet événement va marquer la fin de leur couple, peu de temps après. Mais il y a un personnage de cette histoire qu'on oublie, c'est leur pote, Shyne, qui lui va être reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison. Lors du procès, Shyne évoquera la légitime défense, il admettra avoir fait usage d'une arme à feu, mais uniquement contre Matthew Allen, qui pointait déjà son arme vers lui. Et surtout, il insistera sur le fait qu'il n'a jamais tiré sur des personnes extérieures à cette embrouille. Et justement, Natanya Reuben faisait partie des victimes collatérales de cette altercation. Elle, qui a été touchée d'une balle au visage, a toujours assuré que la personne responsable de cette blessure n'est personne d'autre que Diddy. Mais le truc, c'est qu'aucun test médico-légal n'a été réalisé à l'époque pour prouver de quelle arme provenait telle ou telle balle. En parallèle à tout ça, Mark Curry, un ancien membre de Bad Boy Records, va insinuer publiquement que Shyne avait reçu de l'argent pour qu'il prenne la responsabilité de cette fusillade. So L.A. Reid gave him $1 million to put out an album, and the album never came out. I knew that when L.A. Reid went to give him that $1 million, that was Puff giving him the money, but he had to give it through L.A. Reid. They never intended on giving him an album. If they would have gave him $1 million for an album, wouldn't we have heard the album? Okay, so what you're saying is this is Puffy's way of paying Shyne off for taking the rap for him. You're very smart. Toute cette affaire reste floue, et l'enquête pourrait être ouverte si de nouvelles preuves apparaissent, mais malheureusement, rien ne compensera les 9 ans qu'a passé Shyne en prison. Les années passent, on se retrouve maintenant en 2003, et P. Diddy est à nouveau dans les problèmes. Après le lancement de sa marque de vêtements Sean John, des accusations surgissent sur les conditions de travail des ouvriers honduriens qui sont chargés de la production. Des travailleurs de l'usine située à Choloma vont rapporter des conditions de travail abusives, notamment des fouilles corporelles, des tests de grossesse obligatoires, des restrictions d'accès aux toilettes, des heures supplémentaires non rémunérées et des salaires très bas. Le Comité national du travail va s'en mêler et confirmer toutes les accusations. Face à ça, Diddy va quand même réagir, notamment en licenciant les superviseurs les plus abusifs ou en autorisant la création d'un syndicat, et il n'y aura pas de suite à cette histoire. Peu de temps après, une nouvelle plainte est déposée contre le rappeur. Le cofondateur et ex-président de Bad Boy Records engage des poursuites contre P. Diddy en l'accusant de l'avoir forcé, sous la menace de violence, à céder 25% de ses parts du label. I had 25% of the company. I didn't know why he needed to get that back from me and then give it back to me again. I didn't understand that. That's like a trick, like, okay, here, I gave it to you, now give it back, and don't worry, I'm gonna give it right back to you. I didn't want to give it up. So he came into my office one day unexpected, him and Kenny Marsalis, they had it planned out. Kenny had the briefcase with all the stock certificates in it, and Diddy had the bat. Not like, I'm gonna beat the shit out of you with the bat, but he had the bat like,
man, we got to do this. This has to happen. D'ailleurs, ces 25% appartiennent aujourd'hui à la mère de Didi. Ok, il a mis la daronne à l'abri, tout ça, mais la façon dont ça a été fait est très discutable, permettez-moi. Mais après tout ce qu'on vient de se dire, qui est vraiment surpris? Néanmoins, cette affaire a été classée en 2006 car le délai de prescription avait expiré. Ensuite, ce sera le calme plat, aucune plainte en vue, peut-être qu'il a changé, on sait pas. Je rigole, ce calme va durer quelques mois, début 2007, Didi a encore des nouveaux problèmes judiciaires. Gérard Dreschneitzer, un agent immobilier, passe la soirée avec sa fiancée et des amis dans le club d'un hôtel de Los Angeles. Alors que le groupe s'apprête à partir, Didi aurait approché la fiancée de Dreschneitzer de manière insistante. L'agent immobilier se serait interposé, et Didi n'aurait pas apprécié. Selon la plainte, ce dernier aurait alors frappé Dreschneitzer au visage, le faisant chuter au sol. Puis, il aurait craché sur un de ses potes. Et l'affaire s'est une nouvelle fois réglée, à l'amiable. C'est fou de pouvoir tout régler de cette façon, on se dit qu'il y a bien un moment où ça ne va plus passer, et ben non. Ça semble juste être trop facile pour lui. Tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à maintenant, c'était encore soft par rapport à ce qui va suivre. On arrive à un tournant dans la vie de Didi. Il va, et malheureusement pour elle, rencontrer une personne qui va permettre au monde d'en savoir encore plus sur le vrai visage de P. Diddy. Cassie Ventura s'est fait connaître au milieu des années 2000 avec son hit Me and You, qui a explosé dans les clubs et dans les classements, non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe. C'est à cette époque qu'elle rencontre Didi et il lui fait signer un contrat de 10 albums. Alors, je sais pas si on se rend compte, mais ce contrat ressemble plus à une peine de prison qu'autre chose. Aucun artiste ne signait des contrats sur 10 albums, l'obligeant à être lié à une structure pendant, je sais pas, plus d'une dizaine d'années en fait. Et rien qu'avec ce contrat, on ressent déjà les prémices d'une certaine volonté de contrôle de Didi sur la jeune artiste. Mais le plus déroutant reste à venir. Peu après, Cassie, alors âgée de 19 ans, et Didi, lui, 36 ans, entament une relation amoureuse. Au début de leur relation, Didi introduit Cassie aux drogues dures, ce qui va intensifier son emprise sur elle. Petit point de précision pour la suite, car on va parler du document d'accusation que Cassie a réalisé contre Didi. En gros, un document d'accusation, c'est ce qui te permet de déposer une plainte pour conduire une affaire en justice. C'est donc des accusations d'un camp contre un autre, et la présomption d'innocence reste présente tant qu'il n'y a pas réellement eu de jugement. C'est important de le rappeler, même si on va vite se rendre compte que tout est bizarre dans cette affaire. Au-delà de la gestion de sa carrière, Didi commence à contrôler de plus en plus d'aspects de sa vie, notamment en lui donnant de l'argent et en finançant son logement, sa voiture, ses vêtements, etc., ce qui rend Cassie progressivement dépendante de lui. Cassie n'a finalement sorti qu'un seul projet, malgré son contrat de 10 albums avec Bad Boy Records. Le reste de sa carrière musicale s'est limité à des collaborations avec d'autres artistes. Par conséquent, ses revenus sont restés très limités, dépendant en grande partie de ce que Didi lui donnait. À ce stade, sans le savoir, elle était déjà piégée dans une situation de contrôle dont il devenait difficile de s'échapper. De plus, le comportement du rappeur serait devenu de plus en plus étrange. Par exemple, lors d'une rencontre avec la famille de Cassie, il a entendu la chanteuse appeler son grand-père par le surnom Pop Pop. Après avoir pris connaissance de ça, Didi a insisté pour que Cassie utilise ce surnom lors de leur relation intime. Oui, c'est grave bizarre, et encore c'est peut-être l'élément le plus soft de son document d'accusation. Cassie va découvrir peu à peu des aspects de la personnalité de Didi qu'elle ne connaissait pas jusque-là. Il devient très jaloux, sanguin, voire même extrêmement violent. Si on se base uniquement sur son document d'accusation, elle aurait subi des violences conjugales à plusieurs reprises, et ça pendant près d'une décennie. Lors d'un de ces épisodes, après une soirée avec Jay-Z, Monsieur Combs a frappé Madame Ventura à plusieurs reprises dans une escalade, allant jusqu'à la frapper et la rouer de coups de pied. Il l'a ensuite jetée hors du véhicule sur la 5e avenue à New York. Elle a fini par réussir à héler un taxi pour rentrer à son appartement à Manhattan, où elle a pleuré de peur, réalisant qu'elle n'avait personne à qui confier ce qu'elle venait de subir, de la part de cet homme extrêmement puissant. Elle a passé les 3 jours suivants cachée dans son appartement. En janvier 2009, après que Monsieur Combs a appris que Madame Ventura a parlé à un autre manager lors d'une soirée à Los Angeles, il est devenu furieux. Elle espérait que cette conversation lui permettrait de faire progresser sa carrière et que Monsieur Combs en serait heureux. Mais au lieu de cela, il est devenu extrêmement en colère et l'a violemment sorti du club où se déroulait la soirée. Dans la voiture quittant le club, Monsieur Combs a frappé Madame Ventura, la poussant dans un coin du véhicule et lui écrasant le visage avec son pied. Un membre de la sécurité de Monsieur Combs, Roger Bones, a tenté d'intervenir pour arrêter l'agression, mais n'a pas réussi à calmer la situation. À leur arrivée, à la résidence de Monsieur Combs, Madame Ventura a tenté de s'enfuir, mais Monsieur Combs l'a poursuivi et lui a de nouveau donné un coup de pied au visage. Madame Ventura saignait abondamment et a été conduite de force à l'intérieur du domicile de Monsieur Combs, où elle a commencé à vomir en raison de la violence de l'agression. En prenant conscience des blessures infligées et des preuves physiques de son acte,
Monsieur Combs a paniqué et a forcé son personnel à emmener Madame Ventura dans une suite de l'hôtel The London à Los Angeles. Elle a été contrainte de rester enfermée là-bas pendant 1 semaine. Vers cette époque, Cassie va poster une photo sur ses réseaux sociaux. Sur cette photo, on la voit souriante, mais avec le visage tuméfié. Le tout avec une description sans aucune allusion aux violences conjugales qu'elle subissait. Ce post était sûrement un appel à l'aide, mais pas grand monde à cette époque n'a fait le rapprochement. Cassie aurait juste vécu l'enfer durant cette période, sans jamais avoir de vraie solution pour s'extirper de tout ça. Quand on dit que Diddy est quelqu'un de très puissant, ce n'est pas un euphémisme. Dites-vous que son entourage était tellement loyal envers lui que même les personnes qui étaient témoins de ses agressions n'auraient jamais pris le risque de se mobiliser contre lui. Du coup, Cassie se retrouve seule dans cette situation, sans aucun témoin, ni preuve, et tout ça face aux avocats de P. Diddy, qui sont parmi les meilleurs du pays. Elle est complètement piégée et va décider de garder toute cette situation sous silence pendant encore de nombreuses années. Vous avez sûrement vu la vidéo où le rappeur frappe la chanteuse dans un hôtel. Ce jour-là, les membres du personnel de l'hôtel sont intervenus et ont donc été témoins de cette scène. Toujours selon le rapport d'accusation, Diddy aurait tenté de soudoyer les employés pour passer cette histoire sous silence. Cette vidéo, qui date de 2016, sera rendue publique près de 8 ans après l'agression. Et quand on voit la violence avec laquelle Diddy traitait Cassie, on n'ose même pas imaginer tout ce qui se passait en off. Quand la vidéo a été publiée par CNN, Diddy a pris la parole sur ses réseaux. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. Même en essayant à plusieurs reprises de s'éloigner, Diddy restait toujours sur le dos de Cassie pour l'en empêcher. Bien qu'elle ait tenté de se réfugier auprès de sa famille ou de mettre un terme à cette relation toxique, il trouvait toujours un moyen de la retenir. Par exemple, en 2011, Cassie tente de quitter Diddy et commence à fréquenter un autre rappeur du nom de Kid Cudi. Elle rapporte dans son document d'accusation que Diddy aurait fini par être au courant de cette liaison. Et suite à ça, il va rentrer dans une colère qui va être démesurée. Monsieur Combs a trouvé le téléphone de Madame Ventura et a découvert des emails entre elle et Kid Cudi. Cela a mis Monsieur Combs en colère et il a pris un tire-bouchon manuel qu'il a placé entre ses doigts avant de se jeter sur Madame Ventura. Elle s'est enfuie et s'est réfugiée chez Kid Cudi pour échapper à la fureur de Monsieur Combs. Peu de temps après, un membre du personnel de Monsieur Combs a dit à Madame Ventura qu'elle devait juste parler à Monsieur Combs, malgré le fait qu'il était en colère. Madame Ventura, se sentant incapable de fuir Monsieur Combs et son réseau d'assistants, est retournée vers lui. Il l'a frappée plusieurs fois, puis lui a donné un coup de pied dans le dos alors qu'elle essayait de sortir. Elle est allée chez ses parents dans le Connecticut où sa mère a pris des photos des ecchymoses que Monsieur Combs avait laissées sur son corps. En février 2012, pendant la Fashion Week de Paris, Monsieur Combs a dit à Madame Ventura qu'il allait faire exploser la voiture de Kid Cudi et qu'il voulait s'assurer que Kid Cudi et ses amis seraient bien présents au moment de l'explosion. Peu de temps après, la voiture de Kid Cudi a effectivement explosé dans son allée. Récemment, un ancien garde du corps de Diddy a confirmé qu'il était fort probable qu'il soit à l'origine de cette explosion. Do you know about this car blowing up? I heard about that. I definitely heard about that. And I found it quite funny that the car actually did get blow up. So I would say that was accurate. I would say that. How do you blow up someone's car? Well, they got so many different things that you can make now. Cocktails and all type of other stuff. But yeah, I heard about that. Bon, encore une fois, on a franchi un cap. Mettre une bombe dans une voiture, ça s'apparente plus à une tentative de meurtre qu'autre chose. Si ces faits sont avérés, ça en dit long, à mon avis, sur la violence que Diddy est prêt à utiliser pour garder Cassie auprès de lui, et ça fait froid dans le dos. Petite parenthèse, mais on doit sortir du document d'accusation pour revenir en 2009. En 2009, des photos intimes de Cassie ont été publiées sur internet sans son consentement suite à un piratage de sa boîte mail. À l'époque, ces photos ont circulé sur divers sites web, provoquant un scandale. Cassie a rapidement réagi en confirmant que les photos étaient bien d'elle, mais elle a également exprimé sa colère et sa frustration quant à cette violation de sa vie privée. Le truc, c'est que d'autres photos encore plus dégradantes vont parvenir entre les mains de quelques personnes, dont 50 Cent, qui en parlera ouvertement lors d'une émission de radio. They sent me the girl pictures of this girl, like, not the shit that y'all saw. Worse, way worse. Like penetration pictures, and I called the nigga, I said, yo, you fucking with this girl? Like, you like her like that? And he was like, yeah, that's my girl. I'm like, all right, I'm gonna send you something. You look at it, you call me back. I sent him the photos, the pictures and everything.
And the nigga called back and was like, yo, thanks, man, blah, 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 yo, I really appreciate that. Yo, where you get these shits from? They know, like, if something crazy is going on, if they send it to me, I'll make sure it get out there. Like, so they sent it to me. But, you know, I really kind of felt like those photographs was not happening because of Cassie. I felt like they was happening because of Puffy. 50 exprime clairement son opinion. Et pour lui, si ces vidéos ont leak, c'est tout simplement la faute de Diddy. Pour remettre les choses dans son contexte, P. Diddy assume depuis des années être un amateur de freak-off. En gros, ce sont des orgies qui se déroulaient souvent après des énormes soirées qu'organisait le rappeur. Ces freak-off n'ont jamais été un réel secret pour lui, il en a même déjà parlé ouvertement à la télévision. You need the ladies, you need the booze. You need some water. For watering plants? No, I don't know if guys have noticed this, like a lot of ladies drink water at parties. They just, you know, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but yeah. Rock with me, but just check it out. You need a lot of heat. A lot of heat. Yeah. Heat? You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning? No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, you know, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. Diddy organise ses orgies dans les plus prestigieux hôtels américains et il y emploie des travailleurs du sexe, aussi bien des hommes que des femmes, et ça pouvait durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. On peut trouver ça bizarre, ça l'est, mais jusque-là, il n'y a rien d'illégal. Ces pratiques ne sont pas interdites par la loi américaine. En revanche, si une personne participe à cette activité sans son consentement, en y étant forcée par du chantage, une pression ou autre, c'est là où ça devient plus problématique. Selon le rapport d'accusation de Cassie, elle mentionne avoir commencé à participer à ces freak-off de son plein gré, puis avec le temps, Diddy l'aurait tout simplement forcée à être présente régulièrement à ces orgies. En plus, on parle de soirées où l'alcool et surtout la drogue étaient distribués à profusion, et donc ça altérait complètement la notion de consentement. Diddy souhaitait observer Cassie avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes pendant que lui se touchait devant la scène et parfois il en profitait pour filmer. Et c'est exactement de là que proviendraient les photos qu'aurait reçues 50 Cent. D'ailleurs, Cassie a plusieurs fois supprimé toute photo ou vidéo pornographique où elle était impliquée, mais Diddy arrivait toujours à les récupérer. Une fois, alors qu'ils étaient assis côte à côte lors d'un vol, il l'a forcée à regarder une vidéo qu'elle pensait avoir supprimée, ce qui a renforcé son sentiment d'impuissance et rajouté une couche sur l'énorme emprise qu'il exerçait sur elle. Cassie mentionne également qu'elle était contrainte de sélectionner les travailleurs du sexe avec qui elle allait devoir coucher, et que Diddy supervisait un peu cette sélection en lui demandant de rechercher des critères bien précis comme « large pénis noir ». À cette période, Cassie était dans une situation où elle était incapable de lui dire non, alors que Diddy lui imposait de participer à ses freak-off au moins une fois par semaine. Et quand elle exprimait son refus d'y participer, le rappeur devenait juste violent avec elle. Donc, elle y participait au point d'en devenir malade, de vomir plusieurs fois avant et après les orgies, ce qui l'aurait mis dans un état d'anxiété constant. Tout ce dont on vient de parler, sauf le passage avec 50 Cent, est issu du témoignage de Cassie dans son document d'accusation du 16 novembre 2023, et évidemment, je n'ai pas pu mentionner toutes les choses qu'elle aurait subies de la part de Diddy. Mais si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description pour aller le feuilleter. Mais qui dit document d'accusation dit plainte, et qui dit plainte dit procès. Et si on résume, Diddy est accusé de viol et violences sexuelles, agression physique et violence conjugale, trafic sexuel impliquant des travailleurs du sexe, menaces et intimidation. Les charges sont très lourdes, mais vous ne devinerez jamais comment cette histoire s'est terminée, à l'amiable. Encore une fois, Diddy a réussi à s'en sortir. On dirait une blague, mais non, c'est réel, malgré toutes les dingueries dont il est accusé, il n'a pas été jugé. On ne sait pas exactement les termes de l'accord, mais Diddy a sûrement donné un montant important à Cassie pour esquiver le procès. Selon les rumeurs, on parle de 30 millions de dollars. La procédure judiciaire a donc été abandonnée, mais grâce à ce document d'accusation, Cassie a semé la première graine. Elle a permis de révéler un côté sombre de Diddy, soigneusement dissimulé par lui et par son entourage. On pourrait penser que Diddy a finalement réussi à s'en sortir et qu'il va pouvoir passer la fin d'année 2023 tranquille, mais non, tout va pas se passer comme il l'aurait espéré. À la suite de la plainte déposée par Cassie, plusieurs autres victimes présumées vont se manifester. Elles accusent Diddy de faits graves, allant d'abus sexuels à du trafic sexuel présumé, certains seraient même mineurs au moment des faits, et ces actes remonteraient même jusqu'aux années 90. En tout, il y aurait au minimum 6 plaintes civiles contre lui entre novembre et décembre 2023. Il va nier en bloc toutes les accusations et se dira victime d'un lynchage médiatique. Mais ces histoires sont loin d'être terminées pour autant, c'est même plutôt l'inverse.
Plus on avance dans le temps, et plus les plaintes et les témoignages vont être rendus publics. Et Didi a beau avoir de l'argent, du pouvoir, les meilleurs avocats, à un moment donné, ça fait pas tout. Au début des années 2020, P. Diddy va avoir l'idée de sortir un nouvel album, The Love Album of the Grind, qui a pour but de remettre sur le devant de la scène le R&B, qui est clairement à bout de souffle dans cette période. Pour ça, il va s'entourer de producteurs spécialisés dans ce domaine, dont Rodney Jones, surnommé Lil Rod. Lil Rod va travailler sur le projet pendant plus d'1 an, et ira même jusqu'à vivre avec Diddy pendant près de 9 mois pour avancer sur l'album. Ce qui devait être une bête d'opportunité professionnelle se serait très rapidement transformé en une situation horrible pour Lil Rod. Diddy lui avait proposé $29 000 pour travailler 13 mois et participer à la création de 9 chansons. Ça peut paraître beaucoup d'argent, mais en réalité c'était bien en dessous de ce que Rodney Jones devait percevoir. Il va donc refuser et aurait proposé $20 000 plus des royalties, plus l'apparition de son nom dans les crédits pour chacune des 9 musiques. Un accord oral aurait été accepté par Diddy, qui aurait même promis qu'en travaillant sur ce projet, il allait obtenir des biens immobiliers, des opportunités avec des artistes importants, des contacts importants, et même un Grammy Awards. Ça peut paraître absurde, mais Diddy est tellement puissant que toute cette conversation était potentiellement crédible. Une fois arrivé à la résidence de Miami, Lil Rod va travailler sur le projet comme prévu, et sur les 9 sons pour Diddy. Sauf que cette résidence qui se déroulera entre Miami, Los Angeles, dans des yachts ou même dans des pays étrangers, va rapidement ressembler à une prison dorée, où il n'aura pas l'autorisation de rendre visite à sa famille ou à ses proches, sous la menace de ne pas être payé, et qu'il serait blacklisté dans le milieu. Au final, Lil Rod aurait été payé comme Diddy lui avait proposé de base, soit $29 000 sans royalties ni crédit, mais selon certains témoignages de Lil Rod, il n'aurait tout simplement pas été rémunéré du tout. Et c'est en partie à cause de ce conflit financier que Lil Rod va attaquer en justice Diddy et rapporter ce qu'il aurait vécu pendant les 9 mois où ils ont travaillé ensemble lors de la résidence à Miami. On va maintenant se pencher plus en détail sur ce nouveau document d'accusation. Pour commencer, cette plainte ne vise pas uniquement Diddy, mais aussi son fils Justin Dior Combs, Lucian Grange, le CEO d'Universal Music, l'acteur Cuba Gooding Jr., Christina Koram, le bras droit de Diddy, et les labels de musique Motown, Universal, Love Records, ainsi que l'entreprise de P. Diddy, Combs Global. Ça fait beaucoup de monde. Et en vrai de vrai, on va mettre de côté tous ceux qui sont concernés par les violations de contrats oraux, les impayés, etc., pour se concentrer sur ce qui a réellement conduit Diddy à être incarcéré à l'heure où je vous parle. Premièrement, alors que toute l'équipe était dans un studio de Los Angeles, une embrouille va éclater entre Diddy et un ami de son fils, qui dans le document d'accusation porte le nom de G. Quelques instants plus tard, des coups de feu sont tirés. Le bruit semble provenir d'une salle de bain, et vu que Rodney est à proximité de cette pièce, il y arrive rapidement. La porte s'ouvre, et Diddy ainsi que son fils Justin sortent de cette salle de bain en laissant derrière eux G au milieu d'une mare de sang. Lil Rod va avoir comme réflexe de venir au secours de G et demandera à ce qu'une ambulance soit appelée le plus rapidement possible. Malheureusement, G décédera rapidement de ses blessures. Face à la situation, Diddy aurait donné une consigne simple aux témoins de la scène. Quoi qu'il arrive, il n'a aucun lien avec ce qui vient de se passer. Il savait que Rodney et les autres personnes présentes à ce moment-là allaient être interrogées par la police, et il leur aurait demandé de mentir en disant que G aurait été victime d'un braquage à l'extérieur du studio. Ce qui est fou, c'est que ça va passer, et que les forces de l'ordre auraient carrément même validé leur faux témoignage. Pourtant, la police de Los Angeles s'est bien rendue dans le studio, et selon Rodney Jones, il serait rentré dans la salle de bain où le meurtre a été commis. Sauf que dans le document d'accusation, Rodney va fournir des photos de la scène de crime pour montrer que tout ceci n'était qu'un mensonge et qu'en réalité, cette scène s'est bien déroulée dans le studio et non à l'extérieur. Il va également mentionner que des accords de confidentialité auraient été distribués à toutes les personnes présentes dans le studio ce jour-là et que par peur de se mettre Diddy à dos, personne n'aurait raconté ce dont ils avaient réellement été témoins. Dans un article qui n'existe plus aujourd'hui, TMZ aurait relayé une déclaration de l'avocat de Diddy affirmant que les principaux suspects de ce meurtre seraient en attente de leur procès. À aucun moment, Diddy ou son fils seront inquiétés vis-à-vis de cette affaire et je trouve ça fou quand même qu'on n'en ait pas plus entendu parler que ça. Ça reste un meurtre quoi, c'est pas une petite bêtise. Et là, je pense qu'on se dit tous la même chose. Comment est-ce que c'est possible d'étouffer une affaire comme ça ? Selon Rodney Jones, il y a une personne très importante dans les réseaux de Diddy qui a permis d'influencer la police. C'est Fahim Mohamed, le responsable de la sécurité de Diddy. Et ce gars-là, c'est principalement lui qui donne à Diddy énormément de pouvoir par rapport à la loi, car il aurait avec lui les flics de Miami et de Los Angeles. Donc on peut imaginer qu'il est facile pour Fahim de faire passer sous les radars des choses illégales comme la drogue, les armes, les meurtres ou les viols. Et on verra tout à l'heure que tout ça, ça va avoir une importance dans les chefs d'accusation qui mèneront à l'arrestation de Diddy. Mais cette histoire est loin d'être la seule à être horrible dans le document d'accusation de Lil Rod. On va maintenant parler des passages sur le harcèlement et les agressions sexuelles qu'il aurait subies.
Diddy aurait rapidement adopté un comportement inapproprié envers Rodney Jones. Par exemple, il l'aurait forcé à le rejoindre dans sa salle de bain pendant qu'il prenait sa douche, prétextant avoir besoin de quelqu'un pour enregistrer les idées et les mélodies qui lui venaient en tête à ce moment-là. C'est bizarre comme move, mais ce n'est pas fini. Pendant toute la période où il a vécu avec P. Diddy, Rodney a été la victime de palpations non sollicitées et non consenties, notamment au niveau de son anus, de la part du rappeur. Rodney était juste hyper mal à l'aise et il en a parlé à Christina Koram, l'assistante de Diddy, qui lui répondra en mode « Tu sais, Sean restera toujours Sean ». Diddy va continuer à insister auprès de Lil Rod. Il savait que Rodney admirait le producteur américain Stevie G. Diddy va se servir d'une vidéo pornographique pour tenter de le convaincre d'avoir des relations sexuelles avec lui, en mode « C'est normal ce que je te demande, regarde, même Steve G l'a fait ». En vérité, cette vidéo est présente dans le document d'accusation et il s'est avéré que ce n'était pas Steve G, mais bel et bien un acteur de film X qui lui ressemblait beaucoup. Diddy aurait également mentionné d'autres rappeurs avec qui il aurait eu des relations intimes, dont un qui viendrait de Philadelphie et qui serait sorti avec Nicki Minaj. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand ce rapport d'accusation a été rendu public, tout le monde a désigné ce rappeur comme étant Meek Mill. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un audio complètement fake d'un pseudo-ébasexuel entre Diddy et Meek Mill tournera un petit peu partout sur internet. Je mets pas l'extrait. Les gens ont même retourné internet pour trouver des vidéos qui pourraient montrer une attirance entre les deux hommes. Man, you doing it, man. You deserve it, daddy. You putting in that work. Proud of you, I love you. Yeah. Bon, on va pas passer plus de temps sur cette affaire. C'est vrai qu'il y a quelques vidéos bizarres qui pourraient aller dans le sens de cette théorie avec Meek Mill, mais pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. La manipulation de Diddy ne se serait pas arrêtée là, car c'est à ce moment-là qu'il aurait garanti à Rodney le titre de producteur de l'année aux Grammy Awards, seulement s'il acceptait d'avoir des relations homosexuelles. Rodney serait tombé dans ce piège tendu par le rappeur et son équipe, et il aurait fini par céder au pressing de Diddy. Aux alentours du 2 février 2023, Rodney explique s'être réveillé nu, étourdi et confus. Il était dans un lit à côté de 2 travailleurs du sexe et Diddy. Il dit ne pas avoir compris comment il était arrivé là et pense avoir été drogué à son insu. Un peu comme avec la plainte de Cassie, on remarque que l'utilisation de diverses drogues est également mentionnée dans ce document d'accusation, et on va voir par la suite qu'ils ne seront pas les seuls à mentionner leur utilisation à des fins sexuelles. Pour Rodney Jones, tout ce que l'on vient de se dire, c'était un moyen pour Diddy de le préparer progressivement à le refiler à certains de ses amis. Pendant son séjour avec Diddy, Rodney aurait côtoyé plusieurs personnalités publiques et aurait été victime de plusieurs agressions sexuelles de leur part. Par exemple, il accuse l'acteur Cuba Gooding Jr., que Diddy lui aurait présenté, en lui demandant de rester avec lui pour faire connaissance. L'acteur, qui a plusieurs fois été inculpé pour agression sexuelle, aurait alors commencé à avoir un comportement dérangeant, en passant son bras par-dessus l'épaule de Rodney, en lui caressant le bas du dos, l'intérieur des cuisses, etc. Rodney aurait repoussé les avances de Cuba et se serait éloigné de lui, sauf que le problème c'est que, là encore, Diddy n'est pas intervenu, et selon Rodney, il semblait même carrément approuver ce comportement comme s'il souhaitait que cette agression se produise. Et pareil pour l'agression qui se serait déroulée le jour de la Thanksgiving 2022, Rodney se serait retrouvé dans la résidence de P. Diddy à Miami, en compagnie de Young Miami et de sa cousine. Selon ses déclarations, Diddy, apparemment sous l'emprise de substances, lui aurait proposé de la cocaïne. Il aurait refusé et se serait rendu aux toilettes. C'est là que la cousine de la rappeuse américaine Young Miami serait entrée brusquement, l'aurait touché de manière inappropriée, puis aurait pratiqué une fellation sans son consentement. Toujours d'après Rodney Jones, il l'aurait repoussé, mais elle l'aurait suivi, se serait déshabillée et aurait persisté dans le but d'avoir un rapport sexuel avec lui, tout ça devant Diddy et son personnel, qui ne sont pas intervenus et qui ont regardé la scène. Au final, il aurait réussi à la repousser, mais encore une fois pour Rodney, Diddy ne semble pas juste passif à ces situations. Selon lui, s'il subit ces agressions, c'est parce que Diddy aurait demandé à la cousine de Young Miami et à Cuba Gooding d'agir de la sorte. Et quand la situation n'allait pas dans son sens, Diddy aurait jonglé entre chantage, menace physique, menace morale. Selon le rapport de Rodney Jones, il aurait même menacé de lui manger le visage. C'est fou comme menace. Je vais te manger le visage. Diddy aurait aussi déclaré qu'il serait prêt à tuer sa propre mère, Janice Combs, pour obtenir ce qu'il voulait. Il aurait ajouté que s'il était prêt à aller jusque-là, il ne réfléchirait pas à 2 fois avant de faire du mal à Rodney. Bon, du coup Rodney Jones n'a pas vraiment eu le choix, et il s'est vite plié à exécuter tout ce que Diddy lui demandait de faire pour lui, comme se livrer à des pratiques sexuelles, ou de sélectionner des travailleurs du sexe pour les intégrer au freak-off par exemple.
Et justement, Rodney amène un nouveau point important dans son document d'accusation. Il mentionne qu'il y aurait également eu des mineurs lors de ces soirées et qu'il aurait forcé toutes les femmes présentes, donc y compris celles qui étaient mineures, à boire de l'alcool mélangé avec de l'ecstasy. Il a joint à ces accusations des photos des prétendus mineurs. Ces photos ont beaucoup tourné sur internet et au final, il s'est avéré que les personnes concernées se sont reconnues et ont mentionné qu'elles étaient totalement majeures au moment de cette soirée. Mine de rien, cette accusation change beaucoup de choses, parce que Diddy passe d'un potentiel agresseur et trafiquant sexuel à un potentiel pédophile. Et le but de cette accusation était sûrement d'ouvrir une brèche et de motiver de potentielles victimes mineures à également aller porter plainte contre Diddy. Et vous savez quoi, c'est exactement ce qui va se passer. Avant d'aller plus loin, je voulais prévenir qu'on ne pourra pas parler de tout ce qui est mentionné dans le document d'accusation de Rodney Jones. J'ai fait le choix de prendre ce que je considère être le plus important, mais vraiment, ça nous aurait pris trop de temps à tout décortiquer, etc. Je vous mets quand même un lien en description si jamais vous voulez feuilleter ce document d'accusation, mais pour l'instant, on va s'arrêter là pour ce document-là. On va juste revenir sur un dernier point que l'on n'a pas évoqué, c'est que Rodney Jones prétend que Diddy lui ait demandé de l'enregistrer en permanence durant la conception de son album. P. Diddy aurait à plusieurs reprises pris le téléphone portable de Lil Rod et commencé à s'enregistrer lui-même. Du coup, Rodney aurait accumulé des centaines d'heures et de vidéos d'enregistrement audio montrant Diddy, son personnel et ses invités en train de se livrer à des activités illégales. Bien que ces enregistrements n'ont pas été rendus publics, ils sont sûrement parvenus entre les mains du FBI. Parce que ce qu'on ne savait pas, c'est que depuis la plainte de Cassie, une enquête aurait été ouverte en interne par les fédéraux concernant les agissements de P. Diddy. Et autant vous dire que quand ce sont les fédéraux qui se chargent d'une enquête, ça change pas mal de choses. En bref, ce sont tous ces éléments qui auraient conduit à la perquisition des maisons de Diddy en 2024, si jamais vous vous souvenez, et qui, par la même occasion, ont amorcé sa chute. Pour le moment, nous avons évoqué des plaintes qui étaient conduites au civil, mais l'histoire va prendre une toute tournure, car maintenant un juge fédéral va s'en mêler pour poursuivre cette affaire au pénal. Le 25 mars 2024, les résidences de Diddy, situées à Miami et Los Angeles, vont simultanément être perquisitionnées par les forces fédérales américaines. Pour que ce soit bien clair, on ne parle pas de la police, mais du FBI, qui est spécialisé dans les enquêtes criminelles, mais aussi du HSI, qui s'occupe de toutes les affaires criminelles ayant un lien avec l'international, comme le terrorisme, etc. Donc on n'est pas sur une petite perquisition cordiale. Généralement, quand les fédéraux se déplacent, c'est pas pour rien, parce qu'ils recherchent des éléments très précis pour incriminer P. Diddy. On ne sait pas précisément ce qu'ils cherchaient dans ces maisons. Mais après les perquisitions, un grand juge fédéral a publié un document dans lequel il liste ce qu'ils ont trouvé de suspect dans les habitations. Comme par exemple, des armes à feu légales et illégales, dont une qui possède un numéro de série volontairement dégradé pour que l'on ne puisse pas identifier son propriétaire. En soi, rien qui fait vraiment avancer l'enquête, mais le fait d'avoir rayé le numéro de série reste suspect, car c'est une technique qui est souvent utilisée lorsqu'une arme a été utilisée peut-être pour commettre un meurtre, afin que les enquêteurs ne puissent pas remonter jusqu'à son propriétaire. Vous vous en doutez. Ensuite, ils vont trouver des produits stupéfiants. De la kétamine, de la cocaïne, des oxys, et surtout du GHB, qui est considéré comme la drogue du violeur. Là, on est sur des choses totalement illégales, mais le truc c'est que le rapport d'accusation ne précise pas les quantités de drogue qui ont été trouvées dans ces habitations. Vous vous en doutez, même s'ils n'ont trouvé que quelques traces, ça suffira clairement pas à prouver que Diddy utilisait ces drogues-là pour toutes les choses sombres qu'on évoque depuis tout à l'heure. Alors que s'il y en avait eu une grande quantité par exemple, les fédéraux auraient eu assez de preuves pour directement l'arrêter, en suspectant, je sais pas, un trafic de drogue ou autre, mais ça n'a pas du tout été le cas. Le FBI a également retrouvé plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Ça c'est vraiment l'élément qui a fait le plus de bruit, tant... Vas-y, c'est juste abusé d'avoir ça chez soi en aussi grande quantité. Évidemment, on se doute que ces huiles étaient là pour servir de lubrifiant lors des freak-off, mais ce qui est drôle, c'est que la défense de Diddy amènera une version que personne n'a vu venir. How do you explain the baby oil and the lubricants? 1,000 bottles of baby oil. I don't think it was 1,000. I think it was a lot. I mean, there's a Costco right down the street. Oui, ok, Diddy est riche, achète les produits consommables en grande quantité, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque son avocat dira qu'il en achète en gros, à chaque fois chez Costco, pas de chance, Costco ne vend pas d'huile pour bébé. Mais, il est vrai que c'est pas une preuve suffisante pour inculper Diddy. Et même si ces huiles étaient utilisées pendant les freak-off, je rappelle que fondamentalement, même si t'es un fédéral et t'as envie qu'il tombe ce gars, c'est pas illégal de faire des freak-off. Ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir prouver qu'il se passe vraiment des trucs vraiment illégaux là-dedans. Ce qu'il faut aux fédéraux pour arrêter vraiment P. Diddy, c'est des preuves concernant le trafic sexuel, l'usage de drogue à l'insu des victimes, ou encore les victimes. C'est ça dont ils ont besoin. Et les seuls éléments qui seront réquisitionnés par le FBI pouvant amener de réelles preuves, ce sont les centaines de téléphones, de disques durs et d'ordinateurs qui ont été trouvés dans chacune des maisons de P. Diddy. C'est là que les choses peuvent se retourner contre lui.
Lui, qui aimait tant filmer et conserver tout ce qui pouvait se passer lors de ses soirées, a forcément caché toutes ses preuves quelque part, et maintenant il y a de grandes chances que le FBI soit en possession de ces documents. Tout ça va nous amener à avril 2024, où le FBI va lancer un appel à témoins concernant les fameuses soirées organisées par Diddy. Cette conférence de presse vise notamment les témoins, les potentielles victimes, mais également les chefs d'entreprise et les personnalités publiques qui ont participé à ces soirées. Les principaux concernés avaient un délai maximum pour se présenter à la police et faire part de ce qu'ils avaient vu dans ces événements. Là où le FBI est trop fort, c'est qu'en faisant ça, ils ont créé une sorte de pression. En mode, si vous venez témoigner, vous ne serez pas inquiétés. Mais si vous gardez le silence et qu'on vous voit sur des vidéos ou des photos de cette soirée, eh ben ce sera bizarre et vous serez mêlé à cette affaire. À partir de ce moment-là, d'anciens gardes du corps, employés, artistes signés chez Bad Boy Records, même ex-partenaires, vont commencer à témoigner. Certains vont parler des freak-offs, d'autres vont mentionner la manipulation, le fort contrôle psychologique qu'ils auraient subi. En gros, ils vont en majorité se reconnaître dans les précédentes accusations faites à l'encontre de Diddy et ne vont clairement pas témoigner dans son sens. Entre avril et septembre 2024, 2 nouvelles plaintes vont être déposées contre Diddy. Il aurait agressé sexuellement et physiquement April Lampros à plusieurs reprises entre 1995 et 2001. Elle rapporte avoir été forcée à pratiquer une fellation et elle affirme qu'il lui aurait fait avaler de l'ecstasy de force, tout en la forçant à avoir des relations sexuelles avec sa petite amie de l'époque, Kim Porter, puis il l'aurait violée. Pareil pour la mannequin Crystal McKinney que Diddy aurait forcé à pratiquer le sexe oral dans son studio de New York. S'ensuit une plainte de Talia Graves, qui accuse également l'ancien garde du corps de Diddy, Joseph Sherman. The trauma of the assault has taken a toll on my mental health. I've had PTSD, depression and anxiety. Même procédure, elle aurait bu une boisson contenant de la drogue et se serait fait violer collectivement par les 2 hommes. Elle affirme également avoir appris pour la première fois en novembre 2023 que Diddy et Sherman s'étaient filmés en train de la violer et avaient montré la vidéo à plusieurs hommes, dont le producteur avec qui elle sortait à l'époque, dans le seul et unique but de l'humilier. Les plaintes continuent de s'accumuler et cette fois c'est au tour de la chanteuse Dawn Richard d'attaquer Diddy. Pendant le tournage de l'émission de télé-réalité de P. Diddy, Making the Band, elle aurait subi des agressions verbales et physiques de sa part. Richard affirme avoir été forcée à répéter pendant 48 heures d'affilée, sans pause, sans nourriture, sous les critiques constantes de Diddy. Elle aurait alors connu une perte de poids importante, une déshydratation sévère et aurait ensuite développé des problèmes de santé. Je crois qu'on parle d'une anémie. En juillet 2024, Adria English accuse Diddy de l'avoir droguée et contrainte à des rapports sexuels lors de ses célèbres white parties à Hamptons et à Miami. Et ce, pendant plusieurs années. Alors, petite parenthèse, on n'a pas encore évoqué ces white parties qui étaient des soirées organisées par Diddy également, où de nombreuses célébrités se réunissaient. Faut pas confondre ça avec les freak-offs, où se déroulaient les orgies, qui sont un peu comme peut-être les afters des soirées de Diddy. Une freak-off peut être une suite d'une white party, mais c'est fondamentalement 2 choses distinctes. Pour en revenir à Adria English, elle aurait été recrutée en 2004 par une employée de Bad Boy, et elle affirme avoir été préparée au trafic sexuel, en étant forcée à boire de l'ecstasy, puis à avoir des relations avec des invités. La plainte vise aussi Vibe Magazine, Penske Media et Jacob the Jeweler Arabov. Tous sont accusés d'avoir participé ou fermé les yeux sur ces agissements. En septembre 2024, une femme anonyme porte plainte encore contre Diddy, l'accusant de l'avoir droguée, agressée sexuellement, mise enceinte, puis poussée à avorter. Selon elle, elle aurait été forcée de voyager dans plusieurs États pour avoir des rapports sexuels avec lui. Tout ça sous la supervision de son bras droit, Christina Coram, dont on a parlé précédemment. La plaignante affirme avoir été droguée à la kétamine et agressée dans les résidences de Diddy à Los Angeles et Miami. Après avoir découvert sa grossesse, elle dit avoir été harcelée par Young Miami. Décidément, on retrouve toujours les mêmes personnages. La rappeuse l'aurait poussée à avorter, ce qui aurait entraîné une fausse couche. Elle affirme aussi avoir vu Diddy violenter d'autres femmes et qu'ils auraient continué de l'intimider pendant des années et des années. Avec l'accumulation de ses plaintes et de témoignages, Diddy se retrouve dans une position plus que défavorable pour la première fois de sa vie. Le groupe Diageo peut-être, je sais pas, qui possède Ciroc et aussi sa marque de tequila De Leon, vont couper les ponts avec lui. Pareil pour son propre média Revolt TV. Diddy sera logiquement écarté de tout un tas d'événements où de base il était positionné comme une tête d'affiche, du genre les BET Awards, les festivals, les soirées caritatives, etc. etc. Les taux se resserrent et puis Diddy finit enfin par être inculpé. Le 16 septembre 2024, Diddy est officiellement arrêté dans un hôtel de New York par le HSI. Il sera rapidement présenté à un juge fédéral où il est inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Trafic sexuel, transport à des fins de prostitution, mais aussi complot de racket avec la loi RICO, qui le soupçonne d'avoir mis en place un large réseau structuré à des fins d'exploitation sexuelle, associé à des méthodes de pression, d'intimidation, voire même de chantage. Cette loi RICO ne concerne pas seulement Diddy,
mais l'entièreté du réseau qui aurait facilité toute cette histoire de trafic sexuel. Ces chefs d'accusation regroupent plusieurs délits, voire crimes qui ont été mentionnés par le procureur américain Damian Williams. Face à toutes ces accusations faites sur une durée de plus de 20 ans, Diddy va plaider non coupable et demander une libération sous caution en échange de 50 millions de dollars, garantis par la valeur nette de ses propriétés, mais aussi celle de sa propre mère à Miami. Dites-vous que ce gars était prêt à vendre la maison de sa mère pour être libéré sous caution. Certes, on l'a vu, c'est pas la plus grosse dinguerie qu'il a pu faire, mais ça en révèle tellement. La caution sera instantanément rejetée, évidemment, car les autorités craignent qu'il quitte les États-Unis et qu'il intimide les témoins de cette affaire. Diddy est transféré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, qui est considéré comme l'une des pires prisons des États-Unis. Il y est placé sous surveillance anti-suicide en attendant son jugement. Mais ce n'est pas parce qu'il est incarcéré que les accusations et les témoignages vont arrêter de s'accumuler. Le lendemain de son arrestation, un cabinet d'avocats liés aux victimes potentielles va lancer une ligne téléphonique dans le but de recueillir un maximum de témoignages pour ajouter des éléments au procès. En l'espace de quelques semaines, plus de 3000 appels vont être enregistrés venant de personnes qui auraient potentiellement été témoins ou même victimes des agissements de P. Diddy. Bon, il faut le dire, il y a de grandes chances que parmi les 3000 témoignages, il y ait énormément d'opportunistes qui cherchent à obtenir de l'argent pour leur silence, sans forcément avoir été témoins ou victimes de quoi que ce soit. C'est des statistiques, c'est triste à dire, mais cette pratique existe, et c'est carrément devenu un vrai business aux États-Unis, que ce soit pour les avocats ou les civils. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un tri à faire. Mais 3000, c'est déjà énorme. Parmi tous les gens qui ont appelé, certains vont aussi déposer des plaintes. Et on y retrouve encore beaucoup de dingueries et beaucoup de choses horribles. C'est le cas par exemple de la créatrice de mode, Brianna Bongolan, qui, après avoir rejeté les attouchements de Diddy, aurait été suspendue dans le vide au-dessus d'un balcon par le garde du corps du rappeur. Horrible, et après cette histoire, elle aurait vécu des années de stress liées à ce traumatisme. Elle dira également avoir été témoin de nombreuses agressions physiques et verbales de Diddy envers Cassie. Et parmi tous ces témoignages et toutes ces plaintes, il y a un pattern qui se dessine. La majorité de ces plaintes tournent beaucoup autour d'agressions sexuelles et racontent souvent le même processus, entre les drogues, l'utilisation de chantage ou d'un moyen de pression, puis un viol qui parfois se déroulait en réunion. Ces agressions concernent à la fois des femmes, des hommes, mais également des mineurs âgés de 18, 17, 16, 13 et même 10 ans. How many minors are making accusations in total, and are the feds aware of the allegations of minors in the case? I don't know what the feds are aware of, okay, but I do know there's 25 out of this 120. En novembre 2024, un acteur texan a porté plainte contre Diddy, l'accusant de l'avoir drogué et violé en 2001 lors d'une fausse audition à New York. Il raconte avoir été invité dans une suite d'hôtel par une directrice de casting, on lui a offert un Coca Light au goût étrange, peu après l'avoir bu, il a perdu connaissance, pour se réveiller face contre terre, à moitié nu, pendant que Diddy le violait. Il était maintenu de force par un garde du corps au sol. Il dit s'être évanoui à plusieurs reprises, notamment lorsqu'un homme l'aurait forcé à faire une fellation avec un dispositif métallique, bloquant sa mâchoire et lui causant une dent cassée. Il affirme avoir repris connaissance une troisième fois, nu, entouré de personnes en plein acte sexuel, avant de s'enfuir de la suite. En rentrant chez lui, il aurait continué à souffrir physiquement et affirme avoir déféqué un préservatif usagé plusieurs jours après les faits. Le plus grave et le plus triste dans tout ça, c'est que ce genre d'exemple, il en existe des milliers. Et on ne va pas pouvoir passer en revue tous les témoignages à l'encontre de Diddy. Sur les 3000 victimes potentielles, il faut savoir que 150 d'entre elles vont particulièrement retenir l'attention des avocats. Si vous voulez en savoir plus de vous-même, vous pouvez aller les consulter, je vous mets un lien en description qui répertorie en détail l'ensemble des accusations des années 90 à aujourd'hui. Attention, il faut s'accrocher. En dehors des plaintes, d'autres personnes qui ont été témoins ou victimes des agissements de P. Diddy vont également prendre la parole sur les réseaux sans forcément poursuivre l'affaire en justice. And Diddy hands me a drink and immediately I'm like, there's something fucking in this drink. I turn and my manager's walking out and I realize that I'm in the studio with Diddy and Kanye and they're both off their shit and there's 3 other men and me alone. And they start coming towards me and they're like, don't you want to take your clothes off? Like, it's so hot in here. And I'm like, no, fine. And they're coming towards me more and they're trying to like take my clothes off. I'm like, you guys stop, like stop. And they're getting to the point where they have like ripped my shirt off. And I look to my left where his executive is. Like, we know him pretty well. Like, we've been around him a lot. And I look and I'm like, hey, like I give that look where I'm just like, come on, like step in, like this isn't cool, like you're a grown man, like you're like 50 years old, I know you have a family, like you know this isn't right, like do something. And this is the part that for as long as I live,
I will never fucking forget. As these two grown men were pawing at me, trying to take my clothes off, I look over to this man asking for help, and I literally mouth the word help. And we lock eyes. And he looks away. Tout ça va surtout permettre de rajouter des facteurs aggravants à l'affaire pour consolider le dossier. En vrai, il faut savoir que le document d'accusation des fédéraux n'est pas figé. Il peut être modifié plusieurs fois, et ça a d'ailleurs déjà été le cas. Je crois qu'aujourd'hui on est peut-être à la 2e ou la 3e version, et il est susceptible de connaître encore d'autres modifications. Donc il faut s'informer, rester à jour, et ça reste à surveiller. Récemment, en février 2025, l'avocat Anthony Rico a déposé une requête pour se retirer de l'équipe de défense de P. Diddy. Dans sa déclaration, Rico a indiqué « Je ne peux en aucun cas continuer à servir efficacement en tant qu'avocat de Sean Combs ». Bon, il n'a pas fourni de raison spécifique de son retrait en évoquant le secret professionnel entre l'avocat et son client. Mais dites-vous quand même que ce mec a été l'avocat d'un soldat d'Oussama Ben Laden en 2001, donc on est en droit de se demander ce qu'il peut y avoir de pire à défendre, qu'est-ce qu'il sait, pourquoi est-ce qu'il se retire. Bon, ça fait parler. Pour qu'un avocat se retire d'une procédure pareille dans une affaire fédérale grave, ça pourrait signifier plusieurs choses. Soit un désaccord entre lui et le client, que ce soit stratégique, un problème éthique, ou peu importe, ou bien, ce qui nous paraît évident aux premiers abords, l'apparition de nouveaux éléments trop compromettants pour être défendus. En gros, ce serait perdu d'avance, donc je me casse. Mais ce départ n'est pas pour autant un aveu de culpabilité, on ne sait juste pas les réelles raisons. Et quoi qu'il arrive, le procès aura bel et bien lieu, ce 5 mai 2025, et Diddy possède encore des avocats qui figurent parmi les meilleurs du pays. Début mars, donc un mois après, la défense de Diddy va publier un document pour défendre leurs clients. Et on peut y lire que selon eux, un chef d'accusation serait lié à une discrimination raciale envers Diddy. Aucune autre personne, et certainement aucun homme blanc, n'a jamais été poursuivi en vertu de cette loi pour avoir fait appel à un escorte masculin venant d'un autre État. Monsieur Combs est ciblé parce qu'il est un homme noir et puissant, et il est poursuivi par une conduite qui, d'ordinaire, reste impunie. Le 3e chef d'accusation devrait être rejeté, car il s'agit d'un cas manifeste de poursuite sélective. Ce 3e chef d'accusation, c'est le Mann Act, c'est-à-dire celui qui concerne le transport de personnes à des fins de prostitution. En 1910, cette loi a été créée sous le nom What Slave Traffic Act. Et c'est vrai que quand on regarde l'origine de cette loi, elle était clairement là pour protéger certaines communautés contre d'autres, et donc elle avait une forte connotation raciste et discriminante. Les avocats vont citer en exemple l'ancien maire de New York, Eliot Spitzer, qui a été impliqué dans un scandale de prostitution en 2008, mais qui n'a jamais été inculpé au niveau fédéral, contrairement à Diddy. Le fait qu'il vise l'abandon de ce chef d'accusation précisément, et pas les autres, c'est un choix qui peut être considéré comme purement stratégique. Parce que c'est justement ce chef d'accusation qui est central dans l'affaire. Et si celui-ci est abandonné, il va remettre en cause tous les autres. Bon, je vous rassure, les fédéraux ont répondu à cette lettre en disant qu'il n'y avait aucun rapport avec sa couleur de peau et que les accusations ne sont même pas du même type que celles des hommes blancs qu'ils ont mentionnés. De mon point de vue, c'est surtout une tentative de tout pour le tout, mais bon, on sait pas comment ça va se passer encore, donc faut pas crier victoire. La différence principale serait que Diddy aurait des circonstances aggravantes au vu de la supposée exploitation sexuelle de multiples victimes, qu'elles soient travailleurs du sexe ou non. Ils disent également que leurs accusations ne contiennent pas suffisamment de preuves pour justifier le rejet de ce chef d'accusation. Tout ça pour vous dire que c'est encore très compliqué et que le procès est loin d'être terminé. Autre événement qui s'est produit récemment, Christina Koram, le bras droit de Diddy qui a déjà été mentionné dans plusieurs plaintes, est sortie du silence. Et contrairement à Diddy, elle n'est pas nommée comme accusée dans la plainte pénale. Dans une interview pour le magazine Rolling Stones, elle déclare « Depuis des mois, des accusations horribles ont été portées contre moi dans le cadre de diverses actions en justice concernant mon ancien patron. Ces allégations mensongères sur ma prétendue implication causent des dommages irréparables et incalculables à ma réputation, ainsi qu'au bien-être émotionnel de ma famille et de moi-même. » Bon, écoute, c'est très bien, merci Christina, mais ça n'aide pas du tout à faire avancer l'affaire. Ce qu'il y a de sûr par contre, c'est que Christina Koram pourrait être un témoin important pour l'accusé, ou pour les plaignants car elle était quotidiennement avec Diddy, et connaissait par cœur son emploi du temps, ses habitudes, ses soirées, et j'en passe donc. À surveiller. Elle pourrait très bien être appelée pour témoigner et prendre une position neutre, en disant qu'elle n'a juste rien vu ni rien entendu, mais ça paraîtrait juste improbable au vu de sa proximité avec Diddy. Elle pourrait également prendre le parti des plaignants, en disant qu'elle a été témoin du comportement déviant de son employeur, et qu'elle n'était pas en accord avec ses agissements. Et enfin, elle pourrait aussi prendre position pour l'accusé, et rejeter toutes les accusations envers Diddy, mais là, il va falloir ramener des preuves très solides. Alors,
C'est difficile, voire impossible de croire qu'elle n'aurait rien vu ni rien entendu. Du coup, je pense pas trop que la première option qui suit un peu sa prise de parole dans Rolling Stone va être la meilleure option pour elle. Après, à tout moment, elle sera pas appelée à témoigner, ça reste aussi une possibilité. Maintenant, il reste à voir comment les choses vont se dérouler. Fin mars 2025, il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire. La plainte civile du producteur Rodney Jones a partiellement été rejetée par le tribunal, essentiellement pour des raisons de preuves insuffisantes. Notamment les allégations de RICO, de détresse émotionnelle et de trafic sexuel contre l'entreprise Combs Global, mais il reste des accusations qui ont été retenues par les juges, comme les agressions sexuelles, ou encore le trafic sexuel incriminant Diddy et Christina Koram. Donc c'est à la fois une défaite et une victoire pour chacun des camps, et on parle uniquement de cette plainte civile et non de la plainte fédérale qui, elle, est dans l'attente d'un premier jugement. Maintenant, nous, on n'a plus qu'à attendre et voir comment les choses vont évoluer. Voilà où on en est. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui pouvait être important à mentionner avant l'ouverture du procès. Bien sûr, je ne pouvais pas parler de tout ce qui a été dit dans les documents d'accusation, qui en tout faisaient plusieurs centaines de pages, sans compter les interviews, etc., etc. Mon objectif à moi, c'était de rendre accessible, presque grand public, quelle est cette affaire, qu'est-ce qui se passe en fait avec P. Diddy, parce que beaucoup de gens en entendent parler, mais il y a tellement d'infos, c'est tellement décousu dans tous les sens, que voilà, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire une vidéo qui essaie de regrouper un peu l'essentiel et qui vous offre aussi la possibilité de creuser avec des liens, etc. en description si jamais vous voulez suivre le procès à partir du 5 mai prochain. Voilà, vous saurez de quoi il s'agit, qui sont les protagonistes, qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas le temps que ça va durer, je pense que ça va durer des plombes le procès, etc. Mais écoute, on l'a fait instinctivement là, de où on en est, comment on pense que c'était bien à faire. On verra comment les choses évoluent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir des documents d'accusation et des allégations pour nous concentrer sur des choses un peu moins concrètes qui ont forcément capté notre attention aussi, à un moment ou à un autre. On rappelle que Diddy est un personnage influent et de base très apprécié par beaucoup de célébrités. Donc c'est très courant de voir des photos de lui avec des multiples personnalités, etc., notamment lors des soirées qu'il pouvait organiser ou dans lesquelles il pouvait aller. Vu que c'est justement certaines de ces soirées qui ont conduit à toutes ces histoires de trafic sexuel, de nombreuses théories vont naître et mêler plusieurs stars à ces freak-offs, soit en tant que victime, soit en tant que complice. Tony Buzbee, un avocat des victimes potentielles, ira même jusqu'à mentionner dans une conférence de presse qu'il y a très clairement des célébrités qui sont impliquées dans les histoires de Diddy. I expect that through this process, many powerful people will be exposed. Many dirty secrets will be revealed. We know what we are potentially up against. Et c'est aussi à ce moment-là que des dizaines de théories vont naître. Par exemple, ça a été le cas pour Jay-Z, qu'on avait l'habitude de voir aux côtés de Diddy pendant des galas, des remises de prix, etc., et qui était également proche du rappeur R. Kelly, condamné pour des affaires liées à la pédophilie il y a quelques années. Et selon les théories, il aurait été un complice des présumés agissements de Diddy, et vu que c'est une immense icône du rap, cette hypothèse va évidemment faire beaucoup parler. La base de cette hypothèse, c'est cette proximité entre les deux rappeurs. Ils sont amis depuis les années 90, et il est fort possible qu'au vu des déclarations que l'on a vues précédemment, Jay-Z ait pu être témoin, complice, ou même victime. Sauf qu'en réalité, il n'y avait rien qui mêlait concrètement Jay-Z avec les choses horribles qu'aurait pu faire Diddy. Du moins, il n'y avait rien jusqu'en décembre 2024 où une femme anonyme va déposer une plainte civile accusant les deux rappeurs. Elle accuse Jay-Z et P. Diddy de l'avoir violée lors d'une soirée alors qu'elle était âgée de 13 ans. À partir de ce moment-là, on est passé du complot à quelque chose de concret avec des accusations hyper graves. Jay-Z va très rapidement nier ces allégations en publiant un communiqué via son label et en qualifiant cette plainte comme une tentative de chantage. Le 14 février 2025, la plaignante a retiré sa plainte de manière permanente. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord à l'amiable ou quoi que ce soit, mais aucun motif spécifique ne sera précisé par la plaignante. Ça reste bizarre et faudra pas l'oublier, mais les charges sont donc à ce jour abandonnées. Jay-Z ira même déposer plainte au civil contre cette femme début mars, et quelques jours plus tard, la chaîne ABC News divulguera des extraits d'enregistrements entre l'avocat de la plaignante et cette femme. They say that they have you on tape denying that Jay-Z assaulted you. Is that true? No. I don't. I've never said that. Okay. They also say that you told them, and they have it on tape, that I, Tony Buzbee, told you to like came up with this plan and told you to say that Jay-Z assaulted you so you would get more money. No. En gros, toute cette histoire aurait été orchestrée par l'avocat Tony Buzbee, mais en fait, on n'en est pas sûr. Bref, c'est encore un sacré bordel, et l'affaire n'est pas réellement terminée, donc point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. En soi, cette histoire est la seule théorie qui aurait amené une plainte, ce qui l'ancrerait un petit peu plus dans le réel que les autres. Malheureusement, cette plainte n'existe plus, mais ça reste une accusation, entre guillemets, officielle. Le reste des théories, bon,
c'est Internet, etc., ça part un peu dans tous les sens. Comme celle avec Michael Jackson, comme quoi la maison de Diddy serait reliée par un tunnel à celle de Michael Jackson, ou que le rappeur serait carrément responsable de la mort de Michael Jackson. Bon, voilà, on souffle. Faut savoir que rien de tout ça n'est mentionné dans les documents d'accusation qu'on a cités précédemment, et encore moins dans celui des fédéraux qui ont perquisitionné ces maisons. C'est vrai que Diddy et Michael Jackson habitaient pas loin, mais c'est tout, quoi. C'est fondé sur le fait qu'ils sont voisins. C'est léger, quoi. C'est léger, c'est très léger. Une autre théorie est en revanche un peu plus envisageable, c'est celle avec le chanteur Usher. Après avoir été révélé dans un concours de talent, le manager de Usher va l'envoyer à New York pour enrichir son expérience dans le monde de la musique. Il arrive à New York à l'âge de 13 ans et se retrouve à vivre dans une sorte de colocation avec Diddy, qui lui était âgé de 22 ans. Et forcément, la vie d'un jeune homme de 22 ans n'est pas du tout la même qu'un enfant de 13 ans, surtout quand on parle de P. Diddy. It was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Usher dit considérer cette expérience comme une chance et qu'il a énormément appris durant cette période, mais il a conscience qu'il voyait des choses qui n'étaient pas normales pour un enfant de son âge. It was great to be able to go to Club USA or the Supper Club, you know, with Puffy in that time, or the Tunnel. But these are places that a 13-year-old probably should not be. You know, most kids will be excited about it. You know, most kids are trying to figure out, you know, how to be around, you know, hot girls, pretty girls. I'm around grown women, and I'm seeing them do things and have experiences that I'm not quite ready for. I'm not here to party with you. I don't want to go to the clubs. Matter of fact, I'm too young to even be in here. Why you got me in clubs? Et donc c'est à partir de ces vidéos que les gens ont commencé rapidement à faire des raccourcis avec les freak-off et placer Usher en potentielle victime autour de cette histoire. Exactement comme pour Justin Bieber avec cet extrait. So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go buck full crazy. Going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about. C'est vrai que là, ça fait froid dans le dos. Bieber paraît tellement jeune et innocent comparé à l'image qu'a Diddy aujourd'hui, et en plus ce qu'il dit peut clairement porter à confusion. C'est vrai que l'ambiance, le ton, les contacts, tout est chelou entre Diddy et Justin Bieber, et il est facile d'établir des théories quand on voit tout ça. Mais ces fameuses théories dont on vient de parler viennent en majorité du public. Sauf qu'il y a également des artistes qui vont se mobiliser et apparaître dans tout un tas de médias pour partager leur expérience, mais aussi leurs théories. Et quand je dis ça, je pense surtout à la chanteuse Jaguar Wright. Uptown Records started with 5 people. Andre Harrell, Al B. Sure, Heavy D, and Puffy. And Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Kim is dead. Heavy D is dead. Andre Harrell is dead. The only 2 left are Puffy and Al almost died. You want to know what they all had in common, though? Andre was writing a book right before he died. Heavy D was working on a book before he died. Kim Porter was working on a book before she died. And Al B. Sure was working on the documentary of his life. And then he goes into a coma. Has Puffy ever been in a coma? Has anything happened to him? He must be the luckiest motherfucker because it seems like everybody that worked at Uptown Records from the very beginning is all gone. Vu sous cet angle, la mort de ces personnes, dont figure l'ex-femme de Diddy, sont toutes étrangement similaires. Mais il faut quand même prendre ses propos avec des pincettes. Jaguar a tendance à balancer des dingueries sur un peu tout le monde. Il y a même eu un drama où elle parlait de l'autisme de son fils alors qu'il n'était pas du tout atteint de ce trouble, et que lui-même a pris la parole pour dire que sa mère était l'incarnation du diable. Donc bon, voilà, il y a des pincettes à prendre avec chaque truc. She was effectively a succubus. What is that? A succubus. A night demon.
Tout ça pour dire qu'elle n'est peut-être pas la source la plus fiable, mais toutes les théories qu'elle va balancer vont faire comme un effet boule de neige, et les gens vont commencer à les relayer. Après perso, la théorie comme quoi Diddy aurait eu un rôle dans le décès de toutes ces personnes, qui avaient prévu d'écrire un livre sur lui, au vu de tout ce dont on a parlé, etc., machin nana, c'est pas dégueu. Et c'est exactement pareil avec la théorie sur Aaron Carter. A lot of people keep forgetting Aaron Carter was begging for help, begging for independent financing, begging for security. He made it very clear Sony was out to get him, just like Michael Jackson told him they would be. He said, if anything happens to me, I did not do this to myself. Pour remettre les choses dans son contexte, Aaron Carter est un enfant star. Il s'est fait connaître dans le monde de la musique à l'âge de 9 ans, mais il est aussi le frère du membre des Backstreet Boys, Nick Carter. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il aurait vécu des choses horribles. Do you regret ever getting involved in... I didn't have a choice. It got bad when I was about 15 years old because when I did MTV Cribs, the day that I had to go show off that house, my mom and my dad told me, we're getting a divorce, but you still have to go do this. I had to go show off all the stuff my whole life that was going to be taken away from me. Lors d'une série de lives sur les réseaux, il va expliquer qu'il a des problèmes avec des dirigeants de label, et il en a même peur pour sa propre vie. Malheureusement, peu de temps après, il sera retrouvé mort dans sa salle de bain. Les raisons de sa mort sont elles aussi très suspectes. Pour la faire rapide, les autorités vont mettre plusieurs mois pour publier les résultats de l'autopsie, et il serait mort d'une noyade accidentelle après avoir inhalé du gaz. Quand Diddy va être interpellé, les gens vont établir des liens avec les personnes qui avaient énormément de pouvoir et qui lui auraient permis d'être protégés, comme des patrons de maisons de disques par exemple. C'est là qu'ils vont associer cette histoire à celle d'Aaron Carter qui aurait fréquenté Diddy dans sa jeunesse et qui aurait potentiellement subi des agressions sexuelles et que tout ça aurait été étouffé par des gens qui détenaient un pouvoir sur sa jeune carrière. Mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé et comme toutes les théories, il y a des choses qui paraissent vraiment peu probables et d'autres carrément crédibles. Et la vraie raison à tout cela, c'est tout simplement qu'aucune de ces célébrités n'a pris la parole. Que ce soit pour affirmer des théories ou prendre la défense de Diddy, on est juste sur un immense silence radio, et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. On sait également qu'il y avait des caméras un peu partout chez Diddy, et qu'il s'en serait servi pour filmer à leur insu des personnes qui participaient au freak-off ou dans des situations délicates. Ça peut être un élément qui pourrait empêcher certaines célébrités de témoigner ou quoi que ce soit d'autre, par peur, mais surtout par pur chantage, ceci tout en sachant que le FBI ont déjà toutes ces images en question si elles existent à l'heure actuelle. Il y a même des célébrités qui ont juste été citées dans certains documents d'accusation sans les accuser de quoi que ce soit, comme Jay-Z, LeBron James, Chris Brown ou encore le prince Harry. Pour le coup, il est fort possible que de les citer de cette façon serait juste un moyen d'accorder une légitimité et de la visibilité aux plaintes des victimes. Mais pour finir avec le chapitre des théories, on ne sait juste pas. Je me répète, il y a des choses qui paraissent vraiment peu probables et d'autres extrêmement crédibles. En tout cas, il y a vraiment moyen que des noms sortent prochainement lorsque le procès débutera. Parce qu'il est fort possible que des personnalités publiques aient un lien avec les agissements de Diddy, que ce soit en victime, en témoin, en complice. Mais pour le moment, l'effet, c'est que on n'a rien réellement de concret. Pour conclure cette vidéo, je pense qu'il est important de rappeler les possibles chefs d'accusation retenus contre Diddy avant l'ouverture de son procès, même si ils peuvent encore changer d'ici là, mais pour l'instant, il est accusé de trafic sexuel, où il encourt une peine de 15 ans minimum jusqu'à perpétuité. Obstruction à la justice, pouvant l'amener en prison pendant 10 ans minimum. Transport à des fins de prostitution. Là, il risque entre 10 et 20 ans par infraction, selon les circonstances aggravantes. Corruption de témoins, jusqu'à 20 ans de prison pour chaque acte prouvé. Et surtout de racket avec la loi RICO, où là on est sur 20 ans de prison par infraction, voire plus ces circonstances aggravantes. Là, je vous parle du procès pénal fédéral qui s'ouvre le 5 mai 2025. À côté de ça, Diddy a plus d'une dizaine de plaintes civiles, voire plus, qui pour la plupart peuvent être réglées à l'amiable, vous l'avez vu. Et dans l'attente de tous ces procès, Diddy reste présumé innocent. Si ses avocats arrivent à prouver son innocence, il existe donc un monde où il puisse sortir de prison assez rapidement. Mais j'ai envie de vous rassurer, généralement quand les fédéraux s'en mêlent, comme c'est le cas ici, ce n'est jamais pour rien. Les fédéraux déploient des énormes sommes pour s'engager dans les enquêtes, pour faire des perquisitions, etc. Et il est important de mentionner qu'ils ont un taux de condamnation de 97% dans les affaires où ils se sont impliqués. Donc, ils ne sont pas du genre à s'engager dans un procès s'ils ne pensent pas pouvoir le gagner. Quoi qu'il en soit, Diddy est terminé. Peu importe l'issue du procès, sa carrière, son nom, sa réputation, tout ce que vous voulez, ça s'est cramé, c'est une merde humaine aux yeux de tout le monde, et on est bien content de le savoir. Maintenant, la seule chose que l'on peut souhaiter, c'est juste que la justice fasse son travail, et que les victimes se sentent satisfaites du verdict.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous servira. Normalement, si j'ai pas de retard, cette vidéo sort la veille du début du procès, donc ça vous offrira la possibilité de suivre ou non ce qui se passe, les rebondissements dans cette affaire, etc. C'est la première fois de ma vie que je prépare un truc un peu pour rebondir sur l'actu, donc je sais pas du tout comment ça va être reçu, mais voilà. Au moins, techniquement parlant, si vous êtes dans les premiers à voir ça, vous voyez ça la veille, et demain le procès ouvre. Merci à Saily, partenaire de cette vidéo, pour rappel. Il y a un petit lien en description aussi pour nous soutenir sur cette chaîne, etc. Pensez à vous abonner, à nous laisser un like, un petit commentaire, etc. Et nous, on en discute très bientôt de toute la suite. Et on se voit très vite. Merci à vous. Au revoir. Bisous.